Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. 9 millions de filles congolaises ne terminent pas l'école primaire. Raison, elles sont mariées précocement et deviennent mères. Le Fonds des Nations Unies pour la population tire la sonnette d'alarme car le monde va commémorer le 11 juillet, donc demain, la journée de la population. Invité du journal, Maître Aimé Kilolo, avocat conseil à la Cour pénale internationale et au barreau de Lubumbashi et Bruxelles. Il est l'un des conseils du sénateur Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais à l'ouverture, l'humanité va célébrer ce dimanche 10 juillet la journée de la population. Plus de 7 milliards d'hommes sur la planète Terre. Cette journée a été cette année placée sous les signes d'investissement aux adolescents. En République démocratique du Congo, l'UNFPA appelle le gouvernement à multiplier les efforts pour augmenter l'espérance de vie des populations. Occasion donc pour le vice-ministre du plan, Franklin Chamala, de dresser les bilans de la situation. Je vous prie de le suivre. Il est au micro des Bienvenus Babois et Alain Zongola. En effet, la journée que tous les membres de l'Organisation des Nations Unies célèbrent ce jour est consacrée aux problèmes émergents de la population, afin de sensibiliser davantage les nations aux interrelations des facteurs suivants: population, développement et environnement. C'est ainsi que le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la population est le suivant: investir dans les adolescents. Le choix de ce thème a été dicté non simplement par le constat que les adolescents âgés de 10 à 19 ans représentent une classe d'âge nombreuse en chiffre absolu, soit 1/8 de la population mondiale, et près de 15% en Afrique, mais aussi par l'existence des problèmes cruciaux qui les affectent. Il s'y est de relever notamment que la majorité de cette classe d'âge grandit dans les pays à faible revenu, où les barrières socioculturelles à leur épanouissement sont nombreuses. Les systèmes éducatifs et sanitaires sont de faible qualité, et la maîtrise de la procréation pose encore d'énormes difficultés. Toujours en rapport avec cette commémoration de la Journée mondiale de la population, mesdames, messieurs, en République démocratique du Congo, près de 9 millions de filles sont mariées précocement, une réalité triste qui freine l'épanouissement de la jeune congolaise. Que compte alors faire le gouvernement pour mettre fin à cette situation? Le vice-ministre du plan, Franklin Chamala, s'explique clairement à ces sujets. Je vous convie de le suivre. En effet, le nombre de filles âgées de 15 à 19 ans qui accouchent chaque jour dans les pays en développement est estimé à 20 000. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays, on dénombre environ 9,5 millions de filles âgées de 10 à 19 ans. Celles-ci font face à de nombreux défis, notamment les mariages et les grossesses précoces, les abandons scolaires et toutes les autres formes de violence basé sur les genres. Les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2014 indiquent que parmi les filles âgées de 15 à 19 ans, 24% vivaient déjà en union, 27% étaient déjà mères avec comme conséquence l'abandon scolaire. Chers compatriotes, conscients du potentiel dont disposent les adolescents pour participer pleinement au développement économique et social de notre pays, le gouvernement de la République a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, entre autres la Convention relative aux droits des enfants et la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. Les avocats vont célébrer ce dimanche la journée du barreau. Le monde du droit s'est retrouvé hier à Kinshasa autour d'une table pour réfléchir sur la profession d'avocat face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une quinzaine des barreaux des pays francophones et anglophones prend part à ces assises qui ont baissé ses rideaux ce samedi. Alain Zongola. Un rendez-vous annuel des barreaux des 3 continents. La rencontre se veut déterminante pour une justice équitable beaucoup plus en Afrique.
Cette année, les hommes de droit tiennent à combler le fossé qui existerait entre leur profession et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il n'existe pas un seul secteur de la vie sociale et économique qui soit en mesure de ne pas être impacté par les télécoms. Vous allez dans les banques, vous ne pouvez pas travailler sans Internet. Et donc, l'exercice de la profession d'avocat également devient dépendant. Parce que vous savez que l'avocat a droit à la documentation, il a droit à la communication, eh bien, il doit savoir comment manipuler les outils informatiques, il doit savoir comment gérer son cabinet à l'aide des outils informatiques qui nous font gagner énormément de temps et qui nous font pratiquement une publicité gratuite. Et comme vous le savez, tous les participants reconnaissent la nécessité de partage d'expériences entre les représentants des barreaux de l'Occident et ceux de l'Afrique. La réflexion sur les acquis et certaines tares a une valeur capitale. L'année, l'événement fêté ne passe pas, mais il tourne au sens étymologique du terme. Annus vectere vexus. Ça tourne, ça ne passe pas. Donc notre barreau, tel que créé le 10 juillet 1968, tourne, doit tourner, changer naturellement dans le bon sens, en s'améliorant. Le barreau est un organe d'autorégulation de la profession d'avocat. Magistrats et bâtonniers d'environ 15 pays sont associés aux assises. La République démocratique du Congo compte sur les résolutions de cette rencontre pour rester compétitive. Depuis son avènement à la magistrature suprême, par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, de faire évoluer le droit par la bonne administration de la justice. Ce qui, dans ce pays, s'est concrétisé notamment par la création des tribunaux de commerce et de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA. L'effectivité des tribunaux de travail, la création des tribunaux pour enfants, la répression des violences sexuelles et l'organisation des États généraux de la justice. L'ouverture des assises a permis aux invités de relancer le débat sur la profession d'avocat et l'utilité de l'informatique. Et les avocats comptent tirer profit de ces assises liées à la journée de barreau. Le 48e anniversaire des barreaux cette année était aussi axé sur les défis actuels de la numérisation des sources du droit et sur les questions des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chaque avocat a témoigné l'intérêt porté à cette rencontre. Alain Zongola. L'accès et l'accessibilité aux nouvelles technologies de l'information sont un sérieux problème. Les hommes de droit souhaitent trouver d'issue pour la numérisation des sources du droit. Le droit est un idéal vers lequel il faut tendre à chaque instant. Avoir cet honneur de rencontrer, de partager avec plusieurs avocats issus de différents barreaux d'Afrique et d'Europe est en soi une richesse. Une richesse parce qu'aujourd'hui, plusieurs procès qui démarrent à partir du Congo, qui impliquent notamment des investisseurs américains ou européens, amènent souvent à des procès à Paris, à Bruxelles, à Londres, à New York. Il est important que le juriste, l'avocat congolais puisse s'ouvrir au monde. Nous sommes assoiffés de pouvoir nous imprégner des nouveaux outils qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est vrai que dans les temps passés, nous n'étions pas aptes. Ce n'était pas toutes les couches qui avaient accès aux nouvelles technologies de la communication et de l'information.
Et même dans notre profession d'avocat, nous faisions toujours recours au manuel. Pour nous, avocats de la RDC, qui fêtons nos 48 ans, la question du jour a son mérite dans la mesure où ce sont là les questions de l'heure. L'avocat doit évoluer aussi bien en termes d'intelligence et les outils qui doivent les accompagner pour l'accomplissement de son exercice. Le premier intervenant, le ministre de Poste, Téléphone et NTIC, s'est penché sur le cadre institutionnel et la législation congolaise en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La journée du barreau édition 2016 sera commémorée ce 10 juillet. Les invités iront en randonnée sur les majestueux fleuves Congo après une soirée des galas. Voilà, maître, les travaux en atelier se sont clôturés aujourd'hui. Il y a une soirée des galas et il y a une randonnée. Et vous, en tant qu'orateur, vous avez fait justement une synthèse par rapport à tout ce qui a été dit au cours de cette rencontre. Que doit-on retenir? Eh bien, il faut savoir qu'un constat a été fait, celui de dire que l'avocat a un rôle important en tant qu'acteur majeur de la société civile. Parce que c'est l'avocat qui défend les plus faibles. C'est l'avocat qui œuvre pour la consolidation de l'état de droit, parmi tant d'autres acteurs de justice. À cet égard, il est important que dans la gestion de la chose publique, la voix de l'avocat soit entendue par les pouvoirs publics. Et pour ce faire, il faudrait que l'avocat ait la possibilité d'exercer plus efficacement sa profession. Or, une réalité au Congo fait qu'aujourd'hui, il est quasiment difficile pour un avocat moyen d'accéder aux informations juridiques indispensables à l'exercice de sa profession, tout simplement parce que la jurisprudence n'est pas disponible, tout simplement parce que les ouvrages de doctrine coûtent fâcheusement des prix élevés auxquels plusieurs avocats ne savent pas accéder. Alors, la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est celle d'emboîter le pas à ce qui se fait ailleurs. Déjà, dans le cadre de l'espace territorial OHADA, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre du droit des affaires, on ne peut plus se contenter du droit congolais de façon isolée. On est obligé de faire appel au droit sénégalais, au droit camerounais et que sais-je encore. Et donc, tout ceci implique qu'aujourd'hui, plus que hier, l'avocat doit pouvoir accéder aux outils informatiques et numériques qui lui permettent justement d'accéder à toute cette documentation indispensable à sa profession. Et il faut d'ailleurs savoir qu'un certain nombre de procès qui sont nés en République démocratique du Congo trouvent parfois leur solution devant des chambres d'arbitrage à Paris, à Bruxelles, à Londres ou à New York. Or, tout ceci, devant ces juridictions, de plus en plus, certains actes de procédure sont déposés par Internet, par email, à travers certains logiciels informatiques auxquels l'avocat congolais, en général, n'a pas accès. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'on crée des bibliothèques au niveau des barreaux ou, pour permettre à tous les avocats d'accéder à cette bibliothèque ou mettre en place l'Internet au niveau de chaque barreau? Eh bien, un certain nombre d'initiatives ont commencé à être entreprises, notamment nous avons par exemple une société Actualité du droit belge, qui est une société qui offre aujourd'hui aux Congolais, aux avocats, donc à tous les praticiens du droit, la possibilité d'accéder à des informations sur le plan du droit, tout ce qui se passe dans d'autres pays africains et même européens, pour permettre justement aux Congolais, à l'avocat congolais, d'être compétitif sur le marché international. Et donc à ce titre-là, c'est déjà un pas qui est fait pour sensibiliser déjà l'avocat congolais sur la nécessité de sortir des pratiques archaïques et de se diriger vers les exigences de modernité et même de mondialisation. Voilà, merci maître pour cette synthèse. Des points de vente à ciel ouvert, des commerces qui gagnent de plus en plus du terrain au centre-ville de Kinshasa. Costumes et autres vestimentaires d'hommes sont aujourd'hui faciles à trouver sur l'avenue de la Presse à Gombe, comme pour dire la débrouillardise se porte bien dans la capitale congolaise. C'est un reportage signé Yannick Mbouyamba et Eric Ndongala.
Sur l'avenue de la Presse, il y a désormais tout pour les hommes. Le vestimentaire et ses commerces qui marchent bien pour ce vendeur. Si la débrouillardise se porte bien, il y a des jours où ils sont obligés de plier bagages. Oui, mon escale du Basali de Bakoumi nombreux, il faut organiser. Tu sois organisé, tu as une association à Bisso, tu peux s'en des baboules, malgré ce que tu vas déranger la police, c'est arrêté. Pour qu'on a Bisso, tu perds avec le rebelle. Oui, taxe a été moni de hauteur en droit mort, ils en ont pas, donc on taxe n'est. C'est ça, on a se débrouiller. Selon les tests, à vu sur place mort, que ça confort. Il y a des gens qui ont été là, on a taxe mais la baba, tu as bout de Bisso moro. Par rapport à l'état de désordre, banditisme qui voyou, à l'ingla bilo comme moi, les jeunes Congolais vont en charge, je me rendais mon compte à moi. Et on est au bout de Bissomoro, nous sommes les pères de famille, nous sommes responsables. Et on est au Sabou. Ce vêtement en provenance de plusieurs pays, cette friperie côtoie des créations turques et chinoises. Ce commerce à ciel ouvert évolue sans difficulté pendant la saison sèche. Soleil et pluie ne sont pas au rendez-vous. Ouais, tout est suivant, jeans, kaki, tissu, costume, pantalon tissu, pantalon kaki, chaussures, t-shirt, Lacoste, body, tout l'article légal d'hiver, il y a la boutique. Moi, tout la boutique dans la ville là. Nous devons faire la montagne de l'eau. Peut-être qu'il y a un scamoro. Patron n'a pas sur la langue. N'a pas sur la scamoro. Mais l'eau est comme la boutique n'a pas de balaboyer. C'est une boutique qui est moins ignorante, ça n'est pas là. Mais la bonne qualité, tu sais bien. Le plus agile peuvent rester debout pendant toute la journée, persuadant la clientèle. Les autres, par contre, étalent à même le sol. Le plus important, c'est de vendre et gagner son gagne-pain. Maître, on se demande, vous êtes passé par là. Vous arrive de passer sur cette avenue? Je peux vous rassurer que quand le besoin s'en fera sentir, je passerai bien faire un tour parce que je suis convaincu qu'il est important d'encourager l'industrie et les petites et moyennes entreprises au Congo. Et donc il faut aussi que les citoyens apprennent à acheter localement pour encourager finalement notre propre industrie plutôt que de se tourner chaque fois à l'étranger. Et je pense qu'il m'appartiendra aussi prochainement de faire un tour dans l'un ou l'autre magasin. Le démarrage de la 22e édition du championnat national de football fixé au mardi 15 août 2016, c'est ce qu'a déclaré le président de la Linafoot dans une entrevue avec la presse. Avec un regard rétrospectif sur le dernier play-off, Jeff Kapondo a relevé quelques temps forts et les faiblesses de la phase classique de cette compétition nationale. C'était au siège de cette entité sportive à Gombe. Paul Kazozo et Théodore Chitolé. Dans un premier temps, il a été question du classement officiel des playoffs, classement qui sacre Mazembe champion de la 21e édition et 20 clubs sont dauphins. Ensuite, il s'est agi du chronogramme de l'Assemblée générale ordinaire de 28 sociétaires de la Ligue nationale de football, prévu du 20 au 27 juillet 2016 et les 28 pour la Linafoot elle-même. Dans un regard rétrospectif sur le championnat, Jeff Kapondo relève des moments forts de cette compétition, comme ces grands derbys vécus ici et ailleurs, tant dans la phase de groupe sur les 3 zones, tout comme pour ces clubs invincibles à domicile, pareil aux playoffs. La Linafoot, selon Kapondo, ce sont aussi quelques faiblesses, entre autres les manques de moyens financiers et des sponsors. Ces faiblesses, c'est aussi des forfaits en cascade, des amendes infligées au club pour diverses raisons, mais aussi et surtout la violence qui ne cesse d'aller crescendo sur le territoire national et notamment dans les stades. Au niveau du comité d'organisation de chaque match où toutes les parties sont concernées, c'est notamment la police, c'est notamment les stades, c'est notamment le club, c'est une affaire de tout le monde. Nous sommes dans l'organisation. Mais en ce qui concerne la sécurité des infrastructures et des personnes, ça ne rentre pas dans les attributions de la Linafoot. Il faudra bien que les gens comprennent. Du FC Renaissance à la Ligue nationale de football, pour Jeff Kapondo, la voie autorisée pour y accéder, ce sont le préliminaire tel que édicté par la Fédération congolaise de football. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas compter Renaissance parmi les clubs qui vont faire la Linafoot, puisqu'il y a un préliminaire qui devrait être organisé au niveau de la fédération pour être
éligibles aux clubs qui vont jouer les championnats de la première division de la Linafoot. Mesdames, Messieurs, je vous l'annonçais, invité de ce journal, Maître Aimé Kilolo, qui est l'un des conseils du sénateur Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Arrêté, vous le savez, en 2008 en Belgique, le sénateur Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de ne pas avoir empêché ses troupes de commettre des crimes en République centrafricaine. C'est la sentence, d'ailleurs on dit, la plus longue prononcée au niveau de la CPI jusqu'ici. Alors, monsieur Maître Aimé Kilolo, comment le sénateur Jean-Pierre Bemba a-t-il accueilli cette condamnation? Avec quel esprit? Eh bien, il faut savoir que le seul moment qui échappe à tous, y compris à l'avocat, c'est lorsque un accusé prend connaissance d'une sentence qui le condamne. Mais il faut dire que la CPI est la seule juridiction au monde qui condamne une personne pour fait d'autrui. Le bureau du procureur avait d'abord allégué que le sénateur Jean-Pierre Bemba était impliqué personnellement. Par la suite, il a été démontré que ce n'était pas le cas, qu'il n'avait jamais été impliqué dans les opérations en Centrafrique, ni dans la commission de crimes. Aujourd'hui, il a été reconnu coupable, certes, des faits commis par des tierces personnes. C'est assez unique, il faut le reconnaître, parce que pour cette même affaire, le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait pu être jugé sur base de la compétence universelle de la Belgique ou de la France. Eh bien, jamais sa responsabilité n'aurait pu un seul instant être retenue, parce que la responsabilité pénale pour fait d'autrui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. D'où le sentiment d'injustice qui est généralement partagé dans le monde au regard évidemment de la décision qui a été prise. Mais ce que je voudrais d'emblée vous dire, c'est que cette décision de la Chambre de première instance n'a pas vidé l'affaire Jean-Pierre Bemba, qui est toujours en cours devant la Cour pénale internationale, dans la mesure où un acte d'appel a été déposé, l'affaire suit encore son cours. Ceci a comme conséquence que le sénateur Jean-Pierre Bemba continue à bénéficier de la présomption d'innocence, dans la mesure où la décision qui a été prise n'est pas une décision définitive. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque l'on parle de 18 ans, en réalité, l'article 110 du statut de Rome prévoit qu'après avoir purgé 2/3 de la peine, un accusé est libérable. En ce qui concerne le sénateur Jean-Pierre Bemba, il a déjà été détenu pendant 8 ans. Donc, ce qui veut dire que dans 4 ans, en tout état de cause, il est libérable. Non, il est libérable ou la peine est réduite? Eh bien, il est libérable à travers le mécanisme de réduction de la peine. Mais on n'en est même pas encore là à ce jour, parce que nous attendons encore que la chambre d'appel puisse rendre son verdict qui, lui, est attendu pour l'année prochaine. Donc, en réalité, c'est dans 1 an que nous saurons exactement quel est le sort du sénateur Jean-Pierre Bemba, parce que la jurisprudence des juridictions pénales internationales nous apprend que des personnes se sont vues bénéficier d'une décision d'acquittement en phase d'appel alors qu'ils avaient été condamnés en première instance. Ce serait donc trop précipité que de mettre la charrue avant le bœuf en cette matière. Alors, on a compris qu'il a eu qu'il a eu en même temps un choc à vous entendre parler. Alors, actuellement, est-ce qu'il s'est déconnecté de ses émotions? Est-ce qu'il est revenu à la raison, à la normale? Il a fait passer ses émotions. Actuellement, comment il est? Je vous entends parler de choc, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que le sénateur Jean-Pierre Bemba, tel que je l'ai toujours observé, est un homme qui affiche beaucoup de sérénité. Il m'a toujours dit que ce qui comptait, ce n'était pas en tant que tel le sort qui lui était infligé, mais c'était beaucoup plus le sort du peuple congolais. J'ai compris d'ailleurs que toutes ces années qu'il a passées jusqu'à ce jour en détention étaient de moments de retraite, de réflexion autour d'un projet sur l'avenir du Congo. Donc c'est ce que personnellement j'ai pu retenir de son état d'esprit. Mais c'est quand même une victoire relative au niveau de la défense, parce que la procureure générale a sollicité environ 25 ans de prison. C'est vrai que le bureau du procureur est allé trop loin dans ses réquisitions. Aucun juge
n'aurait pu d'ailleurs le suivre. Donc ce qui est quand même l'indication d'un certain nombre d'extrémités dans les attitudes du bureau du procureur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les juges ont été sensibles au fait que le sénateur Jean-Pierre Bemba n'était pas impliqué dans les opérations militaires, il n'était pas impliqué non plus dans la commission des crimes. C'est vrai que 18 ans, on garde les sentiments que c'était exagéré, même s'il reste encore 4 ans avant qu'il ne soit libérable, mais attendons surtout de voir c'est que la chambre d'appel décidera l'année prochaine. Donc vous avez fait appel, ou vous comptez? Un appel a été effectivement introduit dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'attendre avec sérénité. Il faut faire confiance aux juges de la Cour pénale internationale qui vont prendre une décision avec tout le professionnalisme qui s'impose. Je pense que la chambre d'appel nous en dira davantage dans les prochains mois. Alors, est-ce qu'il peut vous arriver de demander à votre client de faire le reste de sa prison dans un autre pays ou en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut voir Jean-Pierre Bemba venir passer le séjour ici de sa prison en République démocratique du Congo ou ailleurs? Eh bien, ce serait prématuré d'entrer dans ce type de questions. Parce que vous avez la foi qui va être libéré? Ce serait tout simplement préjuger d'une décision souveraine que nous attendons encore des juges d'appel. Et donc, sous réserve évidemment de la décision qui sera prise par les juges, il n'est pas question aujourd'hui d'envisager que le sénateur Jean-Pierre Bemba se voit contraint de purger une peine de prison au-delà de l'année prochaine. Attendons d'abord que la chambre d'appel puisse éclairer tout le monde à ces sujets. Maître, alors vous avez vraiment effectué pendant environ, je ne sais pas, près d'une dizaine d'années, suivi ces procès. Quelles leçons vous tirez par rapport à cela au niveau de la CPI, après avoir passé tous ces moments? Je dois dire que la CPI est un tribunal à l'essai. Pourquoi? Tout simplement parce que aucun tribunal dans le monde ne peut fonctionner sans que les juges n'aient la possibilité, le pouvoir de décider de la libération provisoire d'une personne sur un territoire donné. Lorsque vous êtes arrêté à Paris, eh bien, le juge parisien peut décider de vous remettre en liberté dans la ville de Lyon ou dans la ville de Lille ou dans une autre ville qu'il désignera. Et sa décision est exécutoire. Tandis qu'au niveau de la CPI, la difficulté, c'est que la CPI n'a pas en tant que telle une police judiciaire qui peut exécuter de façon contraignante ses décisions. Et donc, du coup, c'est toujours buté à la bonne volonté et à la coopération des États. Mais lorsque les États coopèrent, ce n'est pas l'appareil judiciaire des États qui coopère, c'est le pouvoir politique. Et donc, on peut se retrouver dans des cas de figure où un État, pour des raisons politiques étrangères au dossier pénal lui-même, refuser qu'une personne remise en liberté puisse, par exemple, exécuter sur son territoire un temps de remise en liberté, et donc sans que le juge au niveau de la CPI ne puisse faire quoi que ce soit. Et donc tout ceci indique bien qu'il est difficile aujourd'hui de parler pleinement d'un procès équitable à la CPI à cet égard. Et c'est toutes ces difficultés qui font qu'il y a encore beaucoup de réformes à faire pour que la CPI devienne véritablement une juridiction pénale pleine et entière. Voilà, c'est cette résonance qu'on entend toujours au niveau de certains chefs d'État qui ont signé, ratifié cet accord, ou des Roms ratifié les textes de la CPI, mais aujourd'hui qui regrettent. Et c'est cette conclusion que vous nous donnez. Maître, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans ce journal de Numérica Télévision. C'est avec bonheur que nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention et merci également à toutes les personnes qui se sont serrées les coudes pour vous le produire. Et un clin d'œil dans ce journal à un réalisateur particulier,
un heureux anniversaire à Vincent Ibanda, surnommé 120. Au revoir et à la prochaine.